La domination masculine de Pierre Bourdieu, on s'était arrêté à un moment où... eh ben, j'espère que ça vous intéresse, ouais, ouais, ouais. On s'était arrêté à un moment où Bourdieu il nous disait c'est intéressant parce que j'avais lu un article l'année dernière disant que des berbères avaient été engueulés parce qu'ils mangeaient un sandwich dans la rue pendant le ramadan. Ouais, ouais, non mais l'Algérie c'est toujours un pays qui est le... Enfin c'est l'impression que j'ai, je suis pas du tout un expert, mais c'est toujours un pays qui est un peu le cul entre deux chaises, entre modernité et bigoterie dégueulasse quoi. C'est-à-dire que on entend quand même de plus en plus parler de journalistes qui sont en tôle, on entend de plus en plus parler de trucs assez scandaleux comme ça. Mais après, les Algériens sont un peuple très militant, c'est un peuple très politisé, c'est un peuple très fier de son pays et qui se bat pour que son pays devienne pas comme ça, sauf que l'État est très fort, l'État est très puissant, quoi. Donc ouais, manger un sandwich pendant le ramadan, c'est assez mal vu. Mais j'aimerais bien un jour avoir un Algérien qui viendrait en stream pour nous parler de ça, parce que ce serait super intéressant. Donc Bourdieu, là où on s'était arrêté, il nous parlait de la division des statuts sociaux assignés à l'homme et à la femme, des schémas qu'on se faisait entre vous vous souvenez, il y avait ce dessin-là qui était assez imbitable. Je vais vous montrer, c'était un peu plus tôt, ce dessin-là là, qu'on avait commencé à étudier, qui était assez imbitable, mais dans lequel on comprenait que il y avait des oppositions dans notre représentation symbolique, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, et tout ça qui était associé chacun à des sexes et qu'en l'occurrence on associait le haut à l'homme, et ce qui faisait que l'homme était plutôt dans la position au-dessus, dans le missionnaire par exemple, ou dans la position de l'œuvrette, donc ça s'inscrit même dans le cadre le plus intime, qui avait la position intérieure-extérieure, où on voyait clairement que l'intérieur c'était quelque chose qui concernait beaucoup plus la femme, parce que la femme elle ne va pas travailler, la femme elle reste à s'occuper du foyer, ou même si elle travaille, elle a en plus à s'occuper du foyer, donc toutes ces choses-là étaient associées à des sexes, et il nous parlait, là où on s'était arrêté, de la division qu'il y a entre dur et mou. Et il nous disait qu'il y avait vraiment... Je vais remonter un peu ma cam parce qu'on voit pas le haut de mon front, ce qui n'a aucun intérêt. Et il nous disait qu'il y avait vraiment dans dur et mou un rattachement très fort avec la propriété, une des propriétés principales de l'homme, qui est celle de fécondation, et que le dur était toujours en lien avec une image de puissance, de virilité, de sexe en érection, voilà, le sexe il est dur, etc. Et que ces idées-là, qui sont profondément sexistes et qui sont profondément misogynes, elles étaient aussi bien euh, inscrites dans les schémas de représentation des hommes qu'inscrites dans le schéma de représentation des femmes, puisque une femme peut très bien dire à un homme que il a pas de couilles ou que c'est une couille molle, et en l'occurrence, les femmes n'ont pas de couilles. Donc une femme dise à un homme qu'il n'a pas de couilles et qu'elle pense que c'est une insulte de dire ça, ça veut dire que la femme pense elle-même que son statut est celui de quelqu'un comment dire. Elle pense que son statut est inférieur à celui d'homme, puisque quand elle veut insulter un homme, elle l'insulte sur le fait qu'il n'est pas un homme. Et en l'occurrence, il nous parlait de cette expression kabyle, donc, qui disait que les femmes disent aux hommes pour les insulter que eux ils ont un truc mou entre les jambes et que elles avaient un vagin qui était ferme. Donc encore une fois, certes c'est se réapproprier des choses qui sont censées être sexistes, mais du côté des bonhommes, mais qui finalement ne font que remettre les femmes au niveau de l'infériorité sociale, quoi. Et donc là, il nous parlait, quand on s'était arrêté, de la ceinture. Alors qu'est-ce qu'il nous disait sur la ceinture? La ceinture est un des signes de la fermeture du corps féminin, bras croisés sur la poitrine, jambes serrées, vêtements noués, qui, comme nombre d'analystes l'ont montré, s'impose encore aux femmes dans les sociétés euro-américaines d'aujourd'hui. Donc les femmes, elles ont toujours des choses qui sont serrées, des choses qui sont cintrées. Hein, on dit ceinture, mais pas seulement ceinture au sens de la ceinture qui est l'objet qui divise le haut du corps avec la partie sexuelle du corps, mais la ceinture au sens de tout ce qui ceint le corps.
Donc la femme, vous savez, elle doit toujours avoir les jambes serrées, parce que sinon on voit sa culotte quand elle est en jupe, ou parce que c'est une position plus élégante, etc. Elle symbolise aussi la barrière sacrée protégeant le vagin, socialement constitué en objet sacré, donc soumis, conformément à l'analyse durkheimienne, à des règles strictes d'évitement ou d'accès, qui déterminent très rigoureusement les conditions du contact consacré, c'est-à-dire les agents, les moments et les actes légitimes ou au contraire profanateurs. Donc, le vagin est un objet sacré, c'est pour ça que les femmes doivent croiser les jambes quand elles s'assoient, c'est pour ça que les femmes doivent garder les jambes le plus serrées possible, et d'ailleurs la plupart des vêtements pour femmes sont fabriqués de façon à ce que les jambes soient maintenues serrées. Vous savez, il y a le manspreading. Le manspreading, c'est toujours quelque chose qui est associé à une espèce de virilisme débile, mais, mais c'est profondément masculin parce que une bite, on peut la montrer, il n'y a pas de souci. Mais le vagin étant sacré, eh ben, on essaye de garder ça secret parce qu'il est sacré et il appartient avant tout aux hommes et aux hommes qui l'ont mérité, et aux hommes qui l'ont chassé, aux hommes qui en ont fait leur proie de ce vagin. Ou une femme peut rabasser une autre femme en lui disant un truc misogyne. Étant une femme qui répond au téléphone pour un public âgé, ce sont souvent les femmes qui ont demandé à parler à un responsable quand elles voulaient une autre réponse que la vraie. Oui, non mais oui, bien sûr. Mais la domination est aussi bien acquise et aussi bien intériorisée du point de vue des dominants que des dominés. Hein. Les êtres noirs n'empêchent pas d'être racistes. Et d'ailleurs, l'intériorisation de la domination, c'est quelque chose qui fait très souvent plaisir à l'extrême droite, parce que vous verrez très souvent des gens dire « Ah ben vous voyez, ce noir, il est d'accord avec nous, ça veut bien dire qu'on n'est pas raciste. » Bah si, parce qu'en l'occurrence, un noir peut être raciste. Et on voit d'ailleurs beaucoup plus de femmes misogynes que de noirs racistes, j'imagine. Quelle est la condition méritocratique du vagin? Méritocratique? Bah, la condition méritocratique du vagin, c'est plein de choses. C'est avoir de l'assurance, du charisme, des muscles. Pour mériter un vagin, un homme à qui tu vas dire « Ah, toi, tu dois beaucoup baiser », c'est un homme, a priori, qui va avoir des traits qui correspondent à l'idéal viril qu'on impose aux hommes. Donc oui, un homme qui mérite des vagins, c'est-à-dire un homme qui a le droit de s'approprier autant de corps féminins qu'il veut, ça va être l'homme musclé, voix grave, ton impérieux, etc. Grand de préférence, parce que vous savez que dans nos sociétés, encore aujourd'hui, un homme qui est plus petit que la femme qui convoite, en général, il va avoir assez peu de chances de réussir à aller au bout de sa convoitise. Ces règles particulièrement visibles dans les rites matrimoniaux peuvent aussi être observées jusque dans les États-Unis d'aujourd'hui, dans les situations où un médecin mâle doit pratiquer un examen vaginal. Comme s'il s'agissait de neutraliser symboliquement et pratiquement toutes les connotations potentiellement sexuelles de l'examen gynécologique, le médecin se soumet à un véritable rituel tendant à maintenir la barrière symbolisée par la ceinture entre la personne publique et le vagin, jamais perçue simultanément. Donc c'est quoi le rituel du gynécologue ? Dans un premier temps, il s'adresse à une personne en tête-à-tête, puis une fois que la personne a examiné ses déshabillés en présence d'une infirmière, il l'examine étendue et recouverte d'un drap pour la partie supérieure de son corps, observant un vagin en quelque sorte dissocié de la personne et ainsi réduit à l'état de chose en présence de l'infirmière à laquelle il destine ses remarques, parlant de la patiente à la troisième personne. Ah oui, c'est intéressant. Pour dissocier le vagin de son aspect sexuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier le vagin de la femme à qui il appartient. Donc on va mettre effectivement une ceinture qui va séparer le haut du corps de la femme avec tout le bas, qui va être recouverte d'un drap, en dessous duquel le médecin va se mettre. Comme ça, la femme ne le voit pas regarder son vagin et, le médecin, en l'occurrence, ne voit pas les yeux de la femme à qui le vagin appartient et à qui il est en train de regarder le vagin. Ce qui fait que ce vagin étant un objet séparé d'un corps, et ben d'un coup il est plus sexuel, il est plus sexualisé. Du coup c'est super intéressant. Et il va parler à la troisième personne, il va parler à l'infirmière, il va dire à l'infirmière, alors vous voyez ce vagin, on voit qu'il a je sais pas quoi, des mycoses, des irritations, je n'ai jamais participé à un examen gynécologique, donc je sais pas comment un gynécologue caractérise un vagin, je ne sais pas exactement ce qu'il peut dire sur un vagin. En l'occurrence, je sais ce qu'il peut faire à un vagin, hein. Évidemment que j'ai quand même entendu parler de frottis et de toutes ces choses-là, mais d'accord, donc il va parler de la patiente à la troisième personne. Dans un troisième temps, il s'adresse à nouveau à la femme qui s'est rhabillée en son absence.
Donc à ce moment-là, une fois que la femme est rhabillée, une fois que la femme n'a plus son vagin qui est un peu à la lumière du jour, là il va commencer à lui réadresser la parole. C'est évidemment parce que le vagin continue à être considéré en fétiche et traité comme sacré, secret et tabou que le commerce du sexe reste stigmatisé, tant dans la conscience commune que dans la lettre du droit qui exclut que les femmes puissent choisir de s'adonner à la prostitution comme à un travail. Donc le vagin étant sacré, et le vagin étant sacré aux yeux des hommes, et les hommes étant les dominants dans la société, le commerce du sexe, donc c'est-à-dire la prostitution notamment, mais pas que, hein, vous savez que les travailleuses du sexe, c'est toute une catégorie de travailleuses qui notamment font des live chat webcam, de la prostitution, je sais pas si le striptease c'est considéré comme du travail du sexe, je ne sais pas. Le porno, etc. Toutes ces personnes-là qui travaillent dans le sexe, c'est quelque chose qui est mal vu et c'est quelque chose qu'on essaye d'interdire, c'est quelque chose qu'on essaye de réprimer parce que l'objet vagin appartient avant tout à la société en tant qu'il est un objet sacré. Donc ils essayent d'exclure les femmes, ils essayent d'exclure que les femmes puissent choisir de s'adonner à la prostitution comme à un travail. D'ailleurs, il dit à ce sujet dans une note de bas de page, la loi américaine interdit de vivre de gains immoraux, ce qui signifie que seul le don libre du sexe est légitime et que l'amour vénal est le sacrilège par excellence en tant que commerce de ce que le corps recèle de plus sacré. Voilà. Donc, nous, on va attribuer au vagin une image, et d'après l'image qu'on lui a attribuée, on va décider tout un tas de choses, et on va légiférer par rapport à tout ce qu'on a décidé d'attribuer comme image à cette chose-là. En l'occurrence, un vagin, bon, bah, effectivement, a priori, vous avez le droit de faire absolument tout ce que vous voulez de vos bras, mais de votre vagin, non. Vous pouvez mettre vos bras au service d'une activité économique, mais vous ne pouvez pas mettre vos vagins au service d'une activité économique. En faisant intervenir l'argent, certains érotismes masculins associent la recherche de la jouissance à l'exercice brutal du pouvoir sur les corps réduits à l'état d'objet et au sacrilège consistant à transgresser la loi selon laquelle le corps, comme le sang, ne peut être que donné dans un acte d'offrande purement gratuit, supposant la mise en suspens de la violence. Donc d'un coup, ça cesse d'être violent. L'argent rendrait l'acte violent. L'argent fait partie intégrante du mode représentatif de la perversion. Parce que le fantasme pervers est en soi inintelligible et inéchangeable, le numéraire par son caractère abstrait constitue un équivalent universellement intelligible. Donc d'un coup, la perversion devient compréhensible une fois que de l'argent est mis en circulation. Par cette sorte de défi, Sade, donc là on parle de le marquis de Sade, hein, vous savez, qui écrit des textes absolument abominables et sexuels, mais non, pas que pornographiques, parce qu'il y a aussi de la torture de femmes, et il y a des choses absolument dégueulasses dans les 120 journées de Sodome. Par cette sorte de défi, Sade prouve justement que la notion de valeur et de prix est inscrite dans le fond même de l'émotion voluptueuse, et que rien n'est plus contraire à la jouissance que la gratuité. Bon. Ça me fait penser aux séries avec des chirurgiens, ils font ça pour séparer les zones à opérer du reste du corps. C'est assez déshumanisant quand même, quand on se dit que les inconnus faisaient déjà des sketchs où les médecins ne disaient pas bonjour aux patients. Ouais, alors après, c'est vrai que je crois que c'est exclusivement aux États-Unis, hein. Je crois pas avoir déjà vu une opération en France où on séparerait le reste du corps. Alors on fait ça, si, pour les césariennes, mais en l'occurrence, on fait ça pour les opérations où la personne est réveillée, parce qu'il faut pas que la personne voie son propre sang et voie ses propres boyaux. Évidemment que de voir votre ventre ouvert, ça doit être un traumatisme assez difficile à surmonter. Mais je crois pas qu'en France, ça se fasse pour les chirurgiens. Je pense que ça se fait pour les gens qui sont les patients, mais pour les praticiens, je suis pas sûr. Mais oui, après, il y a cette notion de si tu déshumanises le truc, tu as moins de mal à considérer ça comme juste un boulot, comme juste un truc à réparer, quoi, un radiateur qui dysfonctionne et qu'il faut réparer, quoi. Le corps a son devant, lieu de la différence sexuelle. Donc, lieu de la différence sexuelle, ça veut dire que le devant du corps, c'est ce qui montre si vous êtes sexuellement, biologiquement, une femme ou un homme, un mâle ou une femelle, et son derrière, sexuellement indifférencié. Bon, à la différence qu'un homme, a priori, n'a pas de hanche. Bon.
et potentiellement féminin, c'est-à-dire passif, soumis, comme le rappellent par le geste ou la parole les insultes méditerranéennes, notamment le fameux bras d'honneur contre l'homosexualité, ces parties publiques, face, front, yeux, moustache, bouche, organes nobles de présentation de soi, où se condense l'identité sociale, le point d'honneur, le NIF, qui impose de faire front et de regarder les autres au visage et ses parties privées cachées ou honteuses, que l'honneur commande de dissimuler. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire par le derrière sexuellement indifférencié et potentiellement féminin, c'est-à-dire passif, soumis, comme le rappelle par le geste ou la parole les insultes méditerranéennes, le bras d'honneur contre l'homosexualité. Bon, en l'occurrence, quand vous vous affichez de front, vous avez quelque chose qui est dominant, qui est bestial, qui est puissant. Et quand vous vous affichez de dos, tout ce qui appartient au dos de votre corps, c'est des choses qui appartiennent à la soumission. Et notamment, quand vous dites à quelqu'un que c'est un enculé, je pense que Bourdieu a une espèce de pudeur de ne pas utiliser ce mot, ou alors c'est quelque chose qu'on n'a pas... Ah, un exemple bien. Paris, Paris, on t'encule. Ça, c'est un truc de footballeur. Le fameux Paris, Paris, on t'encule, ça veut dire on te prend de dos, tu n'as pas le contrôle sur ce qu'on fait, et on te pénètre sans ton accord, et donc tu es dans une position de soumission sexuelle, la pire des soumissions qui puisse exister, puisque c'est une appropriation de ton corps par le nôtre, et, et une insulte particulièrement homophobe de dire on t'encule, parce qu'en l'occurrence, se faire enculer, c'est pas nécessairement quelque chose qui suggère une soumission. Penser que enculer quelqu'un, c'est absolument le soumettre, c'est penser que les relations sexuelles, homosexuelles ou les relations hétérosexuelles par sodomie, hein, parce que bon, les hétéros aussi se sodomisent a priori, et a priori tous les homosexuels ne se sodomisent pas, mais que ces relations-là sont forcément des relations bestiales, de soumission de l'autre, de réduction de l'autre à l'état de chose qui lui appartient. Et il n'y a rien de sacré, il n'y a rien de confrontation de puissance à puissance, mais il y a une confrontation de puissance à soumis qui s'opère. Bonsoir Mars, comment ça va? Tu débarques au moment où je parle de sodomie, c'est formidable ça. C'est une bonne entrée en matière. Oh, j'ai failli faire exprès de faire un jeu de mots là. Si je peux me faire mettre. C'est aussi par la médiation de la division sexuelle des usages légitimes du corps que s'établit le lien. Donc la médiation de la division sexuelle des usages légitimes du corps, c'est ce qu'on disait. On définit comment le corps peut être utilisé légitimement. En l'occurrence, utiliser le corps contre de l'argent, c'est pas une utilisation légitime. Donc il y a bien une médiation de l'utilisation du corps. Il y a bien quelqu'un qui va décider de comment est-ce que vous avez le droit d'utiliser votre corps de manière légitime. Donc c'est par cette médiation de la division sexuelle des usages légitimes du corps que s'établit le lien entre le phallus et le logos. Donc le logos, c'est le discours, c'est la pensée, etc. Les usages publics et actifs de la partie haute, masculine, du corps, faire front, affronter, faire face, kabel en berbère, en kabyle, regarder au visage, dans les yeux, prendre la parole publiquement, sont les monopoles des hommes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Macron dit très souvent, je lui ai parlé d'homme à homme. Je lui ai parlé d'homme à homme, ça voudrait dire qu'une femme n'aurait pas été légitime pour avoir ce genre de discussion. Je lui ai parlé d'homme à homme, je lui ai parlé dans les yeux, je lui ai fait face. On fait face à l'adversité, on montre pas le dos à l'adversité, on aurait trop peur qu'elle nous encule. Donc sont le monopole des femmes, la femme des hommes. La femme qui, en Kabylie, se tient à l'écart des lieux publics doit en quelque sorte renoncer à faire un usage public de son regard. Elle marche en public, les yeux baissés vers ses pieds. Et sa parole, le seul mot qui lui convienne est « je ne sais pas », antithèse de la parole virile, qui est affirmation décisive, tranchée, en même temps que réfléchie et mesurée. Donc la femme n'est pas dans une position de sodomisation publique, parce qu'elle ne tourne pas le dos aux autres, mais en l'occurrence, elle reste quand même dans une position de soumission, parce que elle n'affirme pas sa parole, elle répond je sais pas, même si elle sait, et elle n'ose pas confronter son regard à celui des hommes. Elle va toujours baisser les yeux parce que on considère que la confrontation de deux regards, c'est une confrontation virile et qu'il faut pouvoir l'assumer physiquement, socialement. Je rentre du taf, j'arrive au moment. Mais moi ça va nickel, et toi, comment ça va? Comment ça va après cette journée ou cette soirée de taf que j'imagine difficile, d'autant plus que les gens vont recommencer à sortir, donc tu vas recommencer à avoir du monde, non? Logiquement.
Par contre, le restaurant, oui, le restaurant est fermé, t'es toujours en click and go, enfin click and collect, je sais pas comment ils appellent ça dans la restauration, mais en vente à emporter. Bien qu'il puisse apparaître comme la matrice originelle à partir de laquelle sont engendrées toutes les formes d'union de deux principes opposés, soc et sillon, ciel et terre, feu et eau, etc., l'acte sexuel lui-même est pensé en fonction du principe du primat de la masculinité. Donc l'acte sexuel, quand on le pense dans une optique de primat, donc de domination idéologique de la masculinité. L'opposition entre les sexes s'inscrit dans la série des oppositions mythico-rituelles. Les oppositions mythico-rituelles, c'est celles dont je parlais au début quand j'ai fait le résumé. Haut, bas, dessus, dessous, sec, humide, chaud, froid, etc. De l'homme qui désire, on dit son canoun est rouge, c'est-à-dire sa marmite brûle, son tambour chauffe. Des femmes, on dit qu'elles ont la capacité d'éteindre le feu, de donner de la fraîcheur, de donner à boire. Donc on a vraiment, dans les oppositions mythiques rituelles, une vraie association de l'homme à un élément, le feu, et à la femme euh, de l'eau. En l'occurrence, c'est pas des expressions qui existent en France. On pourrait dire avoir le feu au cul, mais il n'y aurait pas d'opposition mythique rituelle parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va apporter de l'eau pour éteindre le feu que vous avez au cul. Mais en l'occurrence, on dit exactement ça. On dit un homme qui est excité, on va lui dire voilà, sa marmite brûle, et à la femme qui va lui permettre une éjaculation, on va lui dire qu'elle va donner de la fraîcheur, elle va apporter à boire à l'homme. Actif, passif, mobile, immobile, l'acte sexuel est comparé à la meule, avec sa partie supérieure mobile et sa partie inférieure immobile fixée à terre. Donc, vous savez, la meule, hein, le gros rouleau comme ça qui écrase le grain qui est sur un rail qui lui est immobile. À la meule avec sa partie supérieure mobile et sa partie inférieure immobile fixée à terre, ou au rapport entre le balai qui va et vient et la maison. Il s'ensuit que la position considérée comme normale est logiquement celle dans laquelle l'homme prend le dessus. De même que le vagin doit sans doute son caractère funeste, maléfique, au fait qu'il est pensé comme vide, mais aussi comme inversion en négatif du phallus. Je vous rappelle que on a encore cette conception que le vagin est un phallus inversé, plutôt que de dire que le phallus est un vagin inversé. Non, on définit ce qu'est le vagin par rapport à ce qu'est le phallus. Donc le vagin est un phallus inversé, de même la position amoureuse dans laquelle la femme se met sur l'homme est explicitement condamnée en nombre de civilisations, et notamment, il nous dit, en note de bas de page, selon Charles Malamud, le sanskrit emploie pour qualifier le mot viparita, inversé, qui est employé aussi pour désigner le monde à l'envers, sans dessus-dessous. Donc une femme qui se met au-dessus d'un homme, c'est le monde à l'envers. Ce soir, ouais, on avait du monde, on reste ouvert pour la vente à emporter, en effet, j'ai un peu mal au dos, mais ça passe pour le moment, fatigué aussi. Et bah bon courage, et puis fais gaffe à ton dos, parce que le dos c'est très dur. Moi qui suis en plein déménagement en ce moment, avec les cartons, je me défonce le dos. Et puis je fais aussi des travaux où il faut que je sois penché comme ça, parce que c'est sous les combles, et j'ai un mur qui est grand comme ça, et puis après c'est le toit au-dessus, et il faut que je le rebouche avec de l'enduit et tout ça, et du coup je me défonce le dos aussi. Mais vu que je fais du sport, ça va, ça rééquilibre. L'assurance maladie n'arrête pas de répéter que le meilleur moyen de guérir un mal de dos, c'est de bouger, et c'est très souvent très très vrai. Et la tradition kabyle, pourtant peu prodigue en discours justificatif, en appelle à une sorte de mythe d'origine pour légitimer les positions assignées aux deux sexes dans la division du travail sexuel, et par l'intermédiaire de la division sexuelle du travail de production et de reproduction dans tout l'ordre social et au-delà dans l'ordre cosmique. Donc c'est quoi ce mythe? C'est à la fontaine que le premier homme rencontra la première femme. Elle est en train de puiser l'eau lorsque l'homme, arrogant, s'approcha d'elle et demanda à boire. Mais elle était la première arrivée et avait soif, elle aussi. Mécontent, l'homme la bouscula. Elle fit un faux pas et se retrouva à terre. L'homme vit les cuisses de la femme qui étaient différentes des siennes. Il resta frappé de stupeur. La femme, plus rusée, lui enseigna beaucoup de choses. Couche-toi, dit-elle, je te dirai à quoi servent tes organes. Il s'allongea par terre, elle caressa son pénis qui devint 2 fois plus grand et se coucha sur lui. L'homme éprouva un grand plaisir, il suivait partout la femme pour refaire la même chose car elle savait plus de choses que lui, allumer le feu, etc. Un jour, l'homme dit à la femme « Je veux moi aussi te montrer, je sais faire des choses, allonge-toi et je me coucherai sur toi. » La femme se coucha par terre et l'homme se mit sur elle. Il ressentit le même plaisir et dit alors à la femme « À la fontaine, c'est toi qui domines, à la maison, c'est moi. » Ça a le mérite d'être clair.
Dans l'esprit de l'homme, ce sont toujours les derniers propos qui comptent, et depuis, les hommes aiment toujours monter sur les femmes. C'est ainsi qu'ils sont devenus les premiers, et sont ceux qui doivent gouverner. Voilà, il y a un mythe originel, le premier homme à avoir rencontré la première femme, ils se sont rencontrés comme ça, et l'homme a eu le dernier mot, l'homme a décidé que c'était lui qui dominait à la maison et elle qui dominait à la fontaine, donc la fontaine on peut imaginer que ça veut dire la cuisine, hein, la fontaine c'est ce qui va apporter à boire, Euh, donc elle domine dans les choses domestiques, et lui il va dominer dans le reste, et c'est ainsi qu'ils sont devenus les premiers, et sont ceux qui doivent gouverner. Ça a le mérite d'être très très clair, hein. Je le fais déjà, j'ai une scoliose assez vilaine, opérée et tout. Ah ouais, opérée carrément, putain, parce que moi je crois que j'ai une attitude scoliotique, un truc comme ça. Enfin, j'ai un S, mais, mais il paraît que le sport, ça étire la scoliose et que du coup, elle est un peu moins grande. Je sais que j'avais 12 ou 14 degrés, un truc comme ça de virage, et que ça avait un petit peu diminué. D'ailleurs, on a longtemps considéré que la fécondation humaine comme la conquête de l'ovule par le spermatozoïde gagnant, sauf que dans la réalité, l'ovule agrippe le spermatozoïde avec des capteurs, et là, il peut entrer. Donc c'est l'inverse de ce qu'on apprend au collège. Mais en fait, c'est très très vrai ce que tu dis, Mélanie. On a une conception de ce qu'on observe en biologie, mais ce qu'on observe bêtement au microscope sans prêter attention à tout ce qui est chimique derrière, ce qu'on observe bêtement, c'est l'ovule, qui est encore une fois un organe passif, et le spermatozoïde, la gamète marathonienne, celle qui va courir, celle qui va se battre, celle qui va devoir gagner, etc. Mais en fait, dans les faits, quand vous observez un ovule qui va se faire féconder, effectivement, c'est l'ovule qui choisit. C'est l'ovule qui choisit le meilleur potentiel, enfin le meilleur candidat, voilà. C'est l'ovule qui va choisir le meilleur candidat, c'est l'ovule qui va faire cette sélection et qui va agripper le spermatozoïde. C'est très très vrai ce que tu dis, Mélanie. Et pourtant, on en a cette conception parce que on a les biais qui sont ceux du système qui nous a produits, et qui sont ceux qu'on apprend depuis toujours, c'est-à-dire que la femme a une position passive, euh, comme si l'ovule justement se faisait sodomiser par le spermatozoïde, était dans une position de soumission au spermatozoïde le plus vaillant, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, effectivement. L'intention de sociodicée, alors sociodicée, je vois à peu près ce que ça veut dire, mais je préfère être sûr, donc sociodicée, parce que si je commence à vous apprendre des conneries, il n'y aura plus aucun intérêt à venir ici. Euh, Sociodicée, explication et justification théorique de l'organisation de la société telle qu'elle est. Voilà, une sociodicée, c'est l'explication théorique de la société telle qu'elle est. Donc là, en l'occurrence, ce petit mythe, c'est une sociodicée. Ce petit mythe explique pourquoi c'est l'homme qui gouverne. Pardon, hein, je prends mon temps, ça va. Oh. L'intention de Sociodicée s'affirme ici sans embâge. Le mythe fondateur institue à l'origine même de la culture, entendue comme ordre social dominé par le principe masculin, l'opposition constituante, déjà engagée en fait à travers par exemple l'opposition de la fontaine et de la maison, dont les attendus qui servent à la justifier, entre la nature et la culture, entre la sexualité de nature et la sexualité de culture. À l'acte anomique, accompli à la fontaine, lieu féminin par excellence et à l'initiative de la femme, perverse, initiatrice, naturellement instruite des choses de l'amour, s'oppose à l'acte soumis au nomos, domestique et domestiqué, exécuté à la demande de l'homme et conformément à l'ordre des choses. Donc la femme, elle est dominante par nature, c'est-à-dire qu'elle a cette volonté de séduire, cette volonté d'obtenir ce qu'elle veut, elle a cette volonté d'être maîtresse de là où elle est, et sauf que ça, c'est pas dans l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est l'homme qui décide et c'est l'homme qui dirige. Donc une fois qu'on est sorti de la fontaine, une fois qu'on est sorti du lieu dans lequel la femme décide, et ben dans ce cas, c'est à l'homme de se mettre au-dessus et c'est à l'homme de gouverner. Voilà. Donc l'ordre des choses, la hiérarchie fondamentale de l'ordre social et de l'ordre cosmique, est dans la maison lieu de la nature cultivée, de la domination légitime du principe masculin sur le principe féminin, symbolisé par la prééminence de la poutre maîtresse sur le pilier vertical, fourche féminine ouverte vers le ciel. Dessus ou dessous, actif ou passif, ces alternatives parallèles décrivent l'acte sexuel comme un rapport de domination. Posséder sexuellement, comme en français baiser, ce qui est important de concevoir dans baiser, c'est que baiser, c'est un verbe transitif.
Et en l'occurrence, c'est une transitivité directe qui n'est pas, réciproque. Un homme baise une femme ne baise pas un homme. Euh, c'est pour ça que j'avais bien aimé je viens juste passer un petit bonjour. Bah, bonjour Wasbin. Je sais pas si vous vous souvenez de Bref, ça fait un moment que c'est fini, ça fait 7-8 ans, quelque chose comme ça. Je crois que ça doit même faire 10 ans. Mais dans Bref, vous savez qu'il y a Marla, son plan cul, et il dit à un moment je l'ai baisé toute la journée. Puis il dit bon, en fait, c'est elle qui m'a baisé toute la journée. Et là, on voit la différence avec elle qui est plutôt dans la position dominante. Et c'est marrant ce truc de c'est elle qui l'a baisé parce que c'est elle qui était active, c'est elle qui était enfin c'est lui qui était dans une position passive et du coup lui ça diminue son potentiel viril dans la série. Et c'est une blague sur le fait qu'il est pas viril et qu'il se laisse dominer par la femme avec laquelle il couche parce que c'est pas sa femme, c'est un plan cul. Donc elle est libre, elle l'utilise en tant qu'objet et c'est pas dans l'ordre normal des choses. Et c'est pour ça que l'épisode il est rigolo parce que c'est pas normal, c'est pas lui qui domine, c'est elle parce qu'elle a juste envie de baiser. Et du coup, c'est super drôle que ce soit à ce point-là intégré qu'on fasse des blagues là-dessus, quoi. Ça me rappelle la conception que l'on a longtemps eue avec l'homme des cavernes, avec cette répartition genrée des tâches, les braves hommes chasseurs et les femmes, les chasseurs-cueilleurs et les femmes à la maison. Alors que dans les faits, on pense que les femmes bossaient autant, prenaient autant de risques que les hommes. Salut du Canada, et bah salut, bonjour aïe, je crois que vous dites ça maintenant. Je sais qu'il y a eu il y a eu des grosses polémiques là-dessus. Je sais pas où vous en êtes. Vous continuez de dire bonjour, hi. Mais salut Horse Sniper. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un du Canada qui vient me voir. Donc on parle de la domination masculine de Pierre Bourdieu. Et donc là on parle surtout de sexe. Non, bonjour. Juste bonjour. C'est une blague très québéco-canadienne parce que vous savez que dans beaucoup de villes, notamment à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones et il y a beaucoup de francophones. Et du coup, quand vous entrez... Alors, ça date d'il y a 2-3 ans, mais quand vous entriez dans une boutique, le vendeur avait tendance à vous dire bonjour, hi. Comme ça, il vous disait bonjour en français et bonjour en anglais. Et les gens qui sont très puristes, francophones, enfin, parce que Montréal, techniquement, est censé être une ville francophone, mais les gens qui sont très puristes ne voulaient pas qu'on dise bonjour, hi, que c'était la destruction de la langue française au Canada, que c'était un scandale de dire ça. Je suis pas anglais, je suis français. Je suis pas anglais, je suis français québécois, tabarnak. Oui, mais voilà, mais du coup, les gens, ouais, je sais que ça avait énervé beaucoup de gens que bonjour aïe, bonjour aïe, ça s'était à ce point-là démocratisé, mais je sais pas si c'est un truc qui se fait encore. Mais peut-être que tu es pas montréalais après, hein. Peut-être que tu es de Trois-Rivières, ou peut-être que tu es de Québec, ou peut-être que tu es, bon. Posséder sexuellement comme en français baiser, donc je disais baiser c'est un verbe transitif direct qui s'applique que dans un sens, donc je baise une femme, rarement une femme baise, une femme elle est baisée, une femme ne baise pas. Ou en anglais to fuck, c'est dominer au sens de soumettre à son pouvoir, mais aussi tromper, abuser ou disons-nous avoir. Tandis que résister à la séduction, c'est ne pas se laisser tromper, ne pas se faire avoir. Les manifestations, donc se faire avoir, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une notion de possession là-dedans, hein. Il n'y a plus la notion d'action sur quelqu'un qui est d'action active, donc sur quelqu'un qui est passif, mais il y a aussi la notion de possession du corps de l'autre. Les manifestations légitimes ou illégitimes de la virilité se situent dans la logique de la prouesse, l'exploit qui fait honneur. Et bien que la gravité extrême de la moindre transgression sexuelle interdise d'exprimer ouvertement le défi indirect pardon, je vais recommencer cette phrase. Et bien que la gravité extrême de la moindre transgression sexuelle interdise l'exprimer ouvertement, donc de dire ouvertement les choses, le défi indirect pour l'intégrité masculine des autres hommes qu'enferme toute affirmation virile contient le principe de la vision agonistique de la sexualité masculine qui ne se déclare plus volontiers dans d'autres régions que de l'ère méditerranéenne et au-delà. Bon, ça peu importe, c'est le côté géographique, c'est un petit peu compliqué, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans la sexualité, dans la domination masculine à travers la sexualité. Ah oui, t'as 2 heures de Montréal quand même, donc t'as un petit chemin, donc tu te tapes pas le pont Champlain tous les jours. Tu as tellement raison, il y a tellement de clichés sur la préhistoire comme l'homme des cavernes qui tire sa femme par les cheveux, ouais. Mais surtout que moi, la notion de l'homme est absolument a priori un chasseur, alors que dans le monde animal, a priori, les chasseurs sont plutôt les femelles.
j'ai un petit peu de mal à concevoir pourquoi ce serait particulièrement vrai. Et récemment, on commence à découvrir beaucoup de tombes de guerrières vikings, et c'est des choses qu'on a du mal à se concevoir et qu'on a du mal à intégrer dans nos récits un petit peu mythiques, mythologiques qu'on a sur les vikings, et dans nos récits historiques. On a du mal à intégrer des femmes guerrières vikings, et en l'occurrence des femmes guerrières vikings, ça ne posait aucun souci, il y en avait plein, elles étaient enterrées avec autant de sacres que les hommes, elles étaient enterrées avec leurs armes, etc. Donc c'est encore une fois des choses qu'on modifie par les biais qu'on a acquis par la société. Hein. Et encore une fois, les biais, ils sont acquis aussi bien par les hommes que par les femmes. Moi j'ai de la difficulté à comprendre qu'au début on était des singes. On est des cousins des singes, attention, on n'a jamais été des singes. On n'a jamais été des singes. On a été des hominidés. On a été des hominidés il y a fort 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 longtemps. Mais il y a certaines branches qui sont plutôt allées du côté du chimpanzé et certaines branches qui sont plutôt allées du côté de Homo sapiens, mais aussi de Néandertal. Et il se trouve qu'on est les derniers, hominidés bipèdes à avoir survécu, enfin entièrement bipèdes à avoir survécu. Et donc les ancêtres communs qu'on a avec les singes sont assez éloignés. Alors que les singes ont, entre toutes les espèces qui existent, plein de petits ancêtres en commun qui sont finalement assez récents. Donc il y a vraiment une grosse division entre les deux, quoi. Mais on n'a jamais été des singes à proprement parler. Ou alors des grands singes, mais il faudrait dire apes, comme les anglais. Mais nous, on n'a pas de mots qui distinguent grand singe et singe. Il n'y a pas d'autres humains. Ben non, il n'y a pas d'autres races humaines, il n'y a pas d'autres espèces humaines. D'ailleurs, même pas espèces, parce que Néandertal, on pouvait se reproduire avec. Et ils ont été assimilés. D'ailleurs, on a cru pendant très longtemps que Néandertal et Homo sapiens s'étaient entretués. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vrai du tout, qu'ils ont juste été assimilés. Et que Néandertal trouvait certainement plus d'attractivité sexuelle avec les Homo sapiens. Et, euh, et du coup, il y a eu un métissage tellement fort qu'on n'arrive plus à savoir où est-ce que telle race a fini par disparaître ou apparaître. Mais en l'occurrence, on sait par exemple que les Asiatiques ont plus d'ADN néandertalien que les Africains, et on sait que les Européens en ont un petit peu plus que... bon. Mais bon, il y a eu une assimilation, quoi, en tout cas. Parce qu'on arrivait très bien à vivre ensemble, finalement. Une sociologie politique de l'acte sexuel ferait apparaître que, comme c'est toujours le cas dans une relation de domination, les pratiques et les représentations des deux sexes ne sont nullement symétriques. Non seulement parce que les filles et les garçons ont jusque dans les sociétés euro-américaines d'aujourd'hui des points de vue très différents sur la relation amoureuse, le plus souvent pensé par les hommes dans la logique de la conquête, notamment dans les conversations entre amis, qui font une grande place à la vantardise et les propos des conquêtes féminines. Là, en l'occurrence, moi je pense tout de suite à Donald Trump qui attrape les femmes directement par la chatte, hein, vous savez, l'espèce de conversation de vestiaire dégueulasse qu'il avait eue. Le garçon, déjà très jeune, il va commencer à penser les relations amoureuses comme une relation de conquête. Pour le coup, les guerrières vikings, c'est intéressant, parce que là, je pense que tu as eu des conseils de Bohort, qui est petit historien en herbe. Les guerrières vikings, il faut se dire que pour les peuples norrois, la notion de genre était plus fluide que pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu faisais des tâches considérées comme masculines, la guerre entre autres, on était de facto considéré comme un homme. En revanche, les femmes guerrières n'étaient pas la majorité non plus. Les femmes avaient à l'époque un pouvoir sur la maison, la gestion et donc un pouvoir politique. Donc il y avait quand même cette notion de division, d'opposition mythico-rituelle entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur appartenait plutôt aux hommes, ou plutôt au masculin, et l'intérieur plutôt au féminin. Il écoute pas à côté. Ah bah tu vois, Je m'étais dit... ça va parler histoire, va y avoir du Bohort dans ton texte, mais même pas. Mais s'ils étaient un petit peu plus gender fluide, un peu plus fluide au niveau des genres que nous, bah dans ce cas, ça fait effectivement sens de se dire que est considéré comme un homme quelqu'un qui fait des activités d'homme. Mais je ne suis pas capable de croire qu'ils décidaient eux-mêmes qui allait avoir des activités d'hommes et qui allait avoir des activités de femmes, parce que je crois pas au libre arbitre. Donc il y avait forcément des pressions sociales derrière et des déterminismes qui faisaient que certaines femmes allaient commencer à faire des activités d'hommes. Ce serait intéressant de savoir quels sont ces déterminismes. Donc,
La relation amoureuse, c'est une logique de conquête pour les garçons, mais parce que l'acte sexuel lui-même est conçu par les hommes comme une forme de domination, d'appropriation, de possession. Je te baise, je t'ai eu, j'ai réussi à t'avoir parce que je t'ai séduit. Ou alors je ne t'ai pas séduit, dans ce cas tu ne t'es pas laissé avoir. De là l'écart entre les atteintes probables des hommes et des femmes en matière de sexualité, et les malentendus liés à de mauvaises interprétations des signaux, parfois délibérément ambigus ou trompeurs, qui en résultent. Je crois qu'en Norvège, la séduction c'est plutôt quelque chose qui est pratiqué par les femmes. Mais je suis pas sûr de ce que je dis. À la différence des femmes qui sont socialement préparées à vivre la sexualité comme une expérience intime et fortement chargée d'affectivité, qui n'inclut pas nécessairement la pénétration, mais qui peut englober un large éventail d'activités, parler, toucher, caresser, étreindre, etc. Je vous rappelle que les femmes n'ont pas besoin de pénétration pour obtenir des orgasmes, donc forcément déjà la logique derrière les nécessités de l'acte sexuel ne va pas forcément être la même, puisqu'une femme peut très bien avoir de très bons orgasmes, ni plus ni moins forts que par la pénétration, sans en avoir besoin. Donc déjà il y a ça. Et puis les garçons sont inclinés à compartimenter la sexualité, conçue comme un acte agressif et surtout physique de conquête orientée vers la pénétration et l'orgasme, parce que l'homme il a besoin de la pénétration pour avoir un orgasme. Et bien que sur ce point, comme sur tous les autres, les variations soient évidemment très considérables selon la position sociale, donc là il précise en note de bas de page, je vais vous lire quand même, hein. Bien que pour les besoins de la démonstration, j'ai été conduit à parler des femmes ou des hommes sans faire référence à leur position sociale, j'ai conscience qu'il faudrait prendre en compte chaque cas, et comme je le ferai plusieurs fois dans la suite de ce texte, les spécifications que le principe de différenciation sociale fait subir au principe de différenciation sexuelle, ou l'inverse. Bon, peu importe. On a déjà parlé dans la distinction de ça. Et bien que sur ce point, comme sur tous les autres, les variations soient évidemment très considérables selon la position sociale, l'âge et les expériences antérieures, on peut inférer une série d'entretiens que des pratiques apparemment symétriques, comme la fellation et la cunnilingus, tendent à revêtir des significations très différentes pour les hommes, enclins à y voir des actes de domination par la soumission ou la jouissance obtenue, et pour les femmes. Oui, il ne faut pas penser qu'il y ait une symétrie entre le rapport à l'acte sexuel de l'homme et le rapport à l'acte sexuel de la femme, parce que chacun peut avoir des positions qui semblent égales. Il ne faut pas oublier qu'une fellation, alors lui il dit la fellatio, bon parce qu'il veut parler latin, entre la fellatio et le cunnilingus, ce n'est pas la même chose. C'est pas symétrique la fellation et le cunnilingus. Justement, pour la première tombe de guerrière viking découverte, quand l'ADN a démontré que c'était une femme, la majorité des scientifiques ont accepté plus ou moins facilement la réalité, sauf un ou deux qui remettaient en cause le test, qui aurait été contaminé. En France, on est plus subtil quand tu tombes de femmes richement décorées, c'est une femme d'eux, ou une fille d'eux, alors qu'on sait que les femmes celtes géraient des domaines pendant des mois, pendant que les maris étaient à la guerre. Là encore, on parle de femmes et de filles des chefs de clan. Ouais. Il y avait une forte pression sur les femmes qui faisaient qu'elles étaient cantonnées aux activités de femmes. Ben, bien sûr. Les Celtes n'avaient aucun problème avec l'homosexualité d'ailleurs. Ça, j'ai pas envie d'y croire sur parole qu'ils en avaient aucun problème. Après, c'était peut-être pas inscrit, c'était peut-être pas légiféré, mais je me méfie de ça parce qu'il y a très souvent des papiers qui sortent et qui disent ah là là, vous savez, les Grecs quand même, l'homosexualité c'était accepté. Non, c'est plus compliqué que ça. Hein. C'était pas accepté chez tout le monde, c'était un privilège de pouvoir avoir des relations homosexuelles chez les Grecs. En l'occurrence, il n'y avait que les citoyens, les gens très riches, les gens avec des positions politiques, etc., qui pouvaient, dès leur plus jeune âge, avoir une initiation à la sexualité qui était conférée par un homme plus vieux. Donc c'est ce qu'on appelle l'enseignement pédérastique, dans les cités grecques et romaines, hein, pareil. Mais c'est pas quelque chose qui s'accorde à tout le monde. Chez les Grecs, il n'y avait pas la même conception de l'amour aussi. Non, mais de toute façon, notre conception à nous de l'amour, elle date du 19e siècle. Hein. Elle date du romantisme. Elle est pas vieille. Bah salut Later, ça parle de quoi aujourd'hui? Là on va parler de cul, hein. On va parler beaucoup de cul. Non, on parle pas de cul proprement parlé, on parle de la domination masculine et de comment est-ce que les enjeux de patriarcat vont s'inscrire dans les actes sexuels, dans les rapports sexuels. Mais oui, ça fait longtemps Later, effectivement. Donc, la fellation, c'est un... Donc la pipe, c'est un acte de domination
et de soumission euh, par la position, par la jouissance obtenue. Je vous rappelle, jouir dans la bouche de quelqu'un, c'est quand même autre chose, ou jouir sur le visage de quelqu'un, c'est quand même autre chose que de faire jouir une femme par un cunnilingus. Ça a quand même une autre portée symbolique. Euh, et donc ça n'a pas, ce ne sont pas des positions symétriques. La fellation avec cunnilingus, ce n'est pas symétrique. La jouissance masculine est pour une part la jouissance de la jouissance féminine, de pouvoir faire jouir. Ainsi, comme Catherine McKinnon, qui a sans doute raison, de voir dans la simulation de l'orgasme, faking orgasm, une attestation exemplaire du pouvoir masculin de rendre l'interaction entre les sexes conforme à la vision des hommes qui attendent de l'orgasme féminin une preuve de leur virilité et la jouissance assurée par cette forme suprême de la soumission. C'est aussi une forme de soumission, cette volonté de créer, de provoquer l'orgasme chez la femme. Et c'est tellement une soumission qui est non seulement acquise du point de vue de l'homme, c'est-à-dire que l'homme sait qu'il a été un bon actif, il a été un bon dominant en faisant jouir la femme, mais c'est aussi une soumission qui est acquise du point de vue de la femme, qui, par validation de cette soumission, va elle-même feindre l'orgasme, va elle-même simuler l'orgasme. En effet, il n'y a pas la même symétrie symbolique, alors que les actes sont symétriques. La fellation, il y a une idée d'humiliation, de soumission. Je comprends rien, dit Leiter. Ouais, je suis désolé, Leiter, on parle de sociologie, et t'es invité à rester si tu veux essayer de faire l'effort de tout comprendre. Je précise, alors, Leiter n'est pas idiot. Leiter est très jeune, en fait. Et la sociologie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence en général assez tard, après les cours de philo. Si tu veux essayer de rester, si tu veux même poser des questions, n'hésite pas. S'il y a un truc que t'as pas compris, s'il y a un truc que t'as pas compris et que tu voudrais qu'on explique, n'hésite pas, parce que je pense que c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en général, on commence à étudier un petit peu la sociologie après les cours de philo qu'on a en terminale. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs théoriques un peu compliqués derrière tout ça. Et bonsoir Tirlititi, ça me fait plaisir que tu sois là, Tirlititi. On parle de cul. Voilà, je vais résumer comme ça maintenant. Donc, l'asymétrie symbolique n'existe pas du point de vue de la fellation et du cunnilingus, et la symétrie symbolique n'existe pas du point de vue de la jouissance. La jouissance de l'homme est de toute façon assurée, et la jouissance de la femme est une preuve de soumission et une preuve de domination de l'autre point de vue. Et de même, maintenant, en dehors de tout ce qui est fellation et de tout ce qui est jouissance, le harcèlement sexuel n'a pas toujours pour fin la possession sexuelle qu'il semble poursuivre exclusivement. Il arrive qu'il vise la possession tout court, affirmation pure de la domination à l'état pur. Et là, je vous ramène à ce qui s'était passé un moment à l'Assemblée nationale, où Darmanin avait dit à je crois que c'était une députée, nous allons passer la journée ensemble, ou la nuit aussi, si vous voulez, un truc comme ça, à défaut de pouvoir passer une nuit avec vous, je passerai bien la journée avec vous. Et ça avait choqué les gens, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une femme qui était plus âgée que Darmanin, et qui n'était pas forcément dans une position d'activité sexuelle démonstratrice en tout cas. Il n'y avait pas un truc très... on n'avait pas l'impression qu'il la draguait, et pourtant il suggérait qu'il allait pouvoir passer une nuit avec elle. Et en fait, il la draguait pas. Il ne faisait pas du harcèlement sexuel pour réussir à obtenir d'elle des faveurs sexuelles, etc. Il faisait ça parce que dire à quelqu'un, on pourrait bien passer la nuit ensemble, c'est lui rappeler que vous êtes un homme et que vous avez le pouvoir de la harceler et que vous avez le pouvoir de la dominer. Vous êtes en position supérieure parce que vous avez des couilles. Parce que vous avez des couilles, vous avez le pouvoir de rappeler à cette personne que vous avez éventuellement le pouvoir de la faire jouir, de la soumettre. Bon. Qu'est-ce que tu racontes? Néron qui dit dès que ça pleure un peu, il ramène du monde. Ouin ouin, il y avait personne. Bah non, je n'ai pas fait ouin ouin, il y avait personne. J'ai dit, il y a personne, donc j'arrête, parce que bon, s'il y a personne pour débattre en stream, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est intéressant parce que vous dites des trucs. Mais oui, si je fais un stream et 4 personnes, je me barre, j'ai pas fait ouin ouin. Et après, vous êtes tous venus sur Discord là, parce qu'il faut qu'on s'en parle de ça. Vous êtes tous venus sur Discord à me dire, oh, je suis désolé de pas être venu. Non mais arrêtez. Vous vous excusez pas de pas venir en stream. Est-ce que je m'excuse de pas regarder les vidéos du joueur du grenier, moi? Est-ce que je lui envoie des messages pour... Est-ce que je lui envoie des messages pour m'excuser de pas regarder ses vidéos? Bon, en l'occurrence, j'ai regardé cette dernière qui était vraiment pas terrible. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes sur internet, les gars.
Vous consommez ce que vous avez envie de consommer. Merci beaucoup Néron pour le 9e mois d'abonnement. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre dans le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue. C'est pas pour draguer, c'est pour affirmer sa domination. Bah très souvent, oui. Le harcèlement sexuel, c'est le viol? Non, le harcèlement sexuel, c'est quand tu vas faire des... Mettre une main au cul à une femme, quand tu vas lui dire hey, je te baiserais bien, hey, t'as des beaux seins, hey, bon voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont montrer, qui vont être celles par lesquelles un homme va montrer à une femme qu'il la domine, qui pourrait la baiser, que voilà, le harcèlement sexuel, c'est des remarques sur le physique qui sont vraiment dégueulasses, c'est bon, toutes ces choses-là, ça peut être très insidieux aussi, il y a du harcèlement sexuel qui est beaucoup plus discret, bon. Il avait répondu ça dès qu'il s'était fait nommer ministre de l'Intérieur, alors que tout le monde disait que c'était un scandale qu'un violeur comme lui soit chef de la police. Mais bien sûr, un violeur chef de la police, non mais les gars quoi. C'est aussi pour ça que certains hommes ne pensent pas que le harcèlement de rue soit aussi fréquent et n'en voient pas l'intérêt parce que ça ne marche pas. Hey, t'as tout à fait raison Mars. T'as tout à fait raison Mars. C'est pas une question que ça marche. En gros, c'est une sorte d'agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'est la manière dont on va qualifier les actes sexuels qui sont faits malgré le non-consentement d'une personne, euh, mais qui n'inclut pas de pénétration, en fait. Par exemple, quelque chose qui arrive très souvent dans le métro, c'est dégueulasse ce que je vais dire, trigger warning, agression sexuelle. Vous pouvez peut-être couper le son pendant 30 secondes, ceux qui ont des triggers par rapport aux agressions sexuelles, juste pour que je dise ça. Un truc qui arrive très souvent dans le métro, c'est des hommes qui vont se mettre derrière une femme, se branler et éjaculer sur elle. Ça, c'est une agression sexuelle, par exemple. Parce qu'il y a un acte sexuel qui a été perpétré sur quelqu'un qui n'avait pas établi son consentement. Toucher les seins, se frotter, etc. Ça va être des agressions sexuelles. Dans le même genre, oui, c'est surtout une histoire de degré, la différence entre les deux. Non, le harcèlement sexuel, ça ne peut pas être que des mots si ça peut n'être que des mots, oui, bien sûr. Si quelqu'un envoie des dick pics sans jamais toucher quelqu'un, c'est du harcèlement sexuel, par exemple. Oui. Les gens comme ça me dégoûtent. Mais les gens comme ça sont très nombreux. il faut enlever de nos esprits l'image du violeur qu'on a, l'image de l'agresseur sexuel qu'on a. L'agresseur sexuel, le violeur, le pervers, etc. Ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être votre voisin qui est super sympa et qui vous a filé de la farine la dernière fois. Tout le monde est potentiellement, enfin tous les hommes en l'occurrence, sont potentiellement des harceleurs, des agresseurs sexuels. On vit dans ce qu'on appelle une culture du viol. Les femmes nous sont présentées et sont symbolisées dans la société comme étant des objets sexuels desquels on peut disposer. Donc il n'y a pas que les détraqués mentaux qui violent et qui harcèlent et qui agressent. Bon. J'espère que j'aurai fait mon trigger warning suffisamment tôt pour que les gens qui sont dégoûtés par les choses que je suis en train de dire aient pu couper le son. Je vous explique peut-être. Un trigger warning, ouais, putain, je l'ai pas expliqué. Un trigger warning, c'est quelque chose qu'on fait souvent sur Twitter. Vous savez, vous voyez souvent des threads qui commencent par TW, trigger warning. Parce que des fois, il y a des sujets. Par exemple, si une personne a été victime d'agression sexuelle, elle n'a pas envie de voir un récit d'agression sexuelle, ou elle n'a pas envie d'entendre parler d'agression sexuelle, parce que ça va la trigger, ça va déclencher des souvenirs qu'elle n'a pas envie de voir ressurgir. Donc c'est important, quand on parle de ce genre de sujet, de préciser qu'on va en parler, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Dans 80% des cas, ce sont des hommes de l'entourage des femmes qui les violent. Oui, oui, la très grande majorité des viols sont des gens de l'entourage. Les conjoints, les oncles, les amis des parents, toutes ces choses-là. Bah, quand tu regardes, l'énorme majorité des agressions et des harcèlements sexuels sont faits par des hommes. Vu le nombre qu'il y en a, forcément, il y a des gens dans notre entourage qui l'ont fait. Sinon, ça voudrait juste dire qu'il y a 3 gars vachement motivés, ce qui n'a pas de sens. Oui. Non, mais il y a beaucoup d'agresseurs et de harceleurs. Et il faut se déconstruire aussi, et il faut se rendre compte peut-être de choses que vous, les hommes qui sont ici, ont peut-être fait dans leur jeunesse, dans leur âge fougueux. Je sais pas, interpeller des femmes dans la rue, moi c'est quelque chose que je sais que j'ai déjà fait, et j'en suis pas fier du tout. Voilà. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel de dire que j'en suis pas fier, ça fait pas quelqu'un de moi... Ça fait... On entend souvent ce genre de discours, ouais j'ai fait ça mais je regrette vachement, du coup je suis vachement déconstruit. Non,
Je sais pas du tout ce que je suis en train de dire, je l'ai fait, je le regrette, j'aurais pas dû, je conçois à quel point c'était con, et maintenant si je vois quelqu'un le faire, j'irai le voir et je lui dirai de fermer sa gueule. Et éventuellement je lui expliquerai pourquoi il faudrait qu'il ferme sa gueule. Mais, mais bon, il faut essayer de se remettre en question, essayer de remettre en question les choses qu'on voit autour de nous, et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce qu'on a été éduqué avec ces idées-là, on a été éduqué avec des images qui nous montrent des choses qui sont présentées comme normales et qui très souvent ne le sont pas. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Le viol, c'est pas juste la nana qui se fait attraper dans la rue et qui se fait pénétrer dans une ruelle sombre et humide à 1h du matin parce qu'elle rentre de soirée. La plupart des viols sont commis sur des femmes qui n'avaient pas des vêtements aguicheurs et qui n'avaient pas des vêtements sexy. Je suis vachement déconstruit. Qui dit ça? Qui? Dénoncez-vous. Oui, personne n'est déconstruit. Les gens sont en déconstruction. Non mais c'est ça. Mais ça c'est un truc que je vois beaucoup. Ah ouais, non mais ouais, j'ai fait ça, mais bon, je me suis déconstruit depuis. Non, non, mais non. Se déconstruire, vous pensez vraiment que vous pouvez avoir été éduqué toute votre vie dans une société qui vous a inculqué des structures et des schèmes sociaux présentés comme absolument normaux et que vous allez pouvoir du jour au lendemain vous dire ah non c'est bon maintenant je suis culture du viol free quoi. Et quand bien même elles auraient des vêtements sexy, ça n'enlève rien. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a beaucoup de clichés sur les viols aussi qui aggravent ce genre de choses. Parce que comme vous imaginez que c'est des femmes habillées sexy qui sont violées parce qu'un homme, un détraqué sexuel, était là dans la rue, machin truc. Bon, non, c'est pas ça. Beaucoup de viols beaucoup de viols sont faits par les maris, par les conjoints. Hein, la femme qui se force à faire l'amour parce que son conjoint a énormément insisté, et que son conjoint lui a doucement fait comprendre que c'était son rôle de femme de le faire jouir, et ben en l'occurrence, c'est un viol. Bon. Quelqu'un a dit l'agression sexuelle, viol ou autre truc dégueu, c'est une chose qu'une partie des deux a voulu. Une personne a répondu le meurtre de la vie. Le meurtre, c'est la vie qu'une partie des deux. Ouais. Non mais c'est ça. Céder n'est pas consentir. C'est ça. Céder n'est pas consentir aussi. C'est ce que je dis, hein, voilà, une femme qui se force à faire l'amour, elle est violée, hein, elle n'est pas consentante. Et ça, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Hein, Bon, il y a plein de formes de viol, il y a plein de façons de violer quelqu'un. J'ai un minimum de QI, mais je te suspecte d'être même très intelligent, Later. Oui, il y a d'ailleurs des expositions de... Oui, ça c'est très bien, je sais plus, justement je voulais en parler, mais comme je sais pas comment ça s'appelle, je voulais pas faire la preuve ici de mon inculture, mais effectivement il y a des expositions, je vais lire ton message directement, des vêtements de femmes que les femmes portaient quand elles ont été violées, des jeans, des tenues de running, des jupes longues, des turtlenecks, voilà, oui, il y a des expositions qui sont faites où les femmes ont donné au musée les vêtements qu'elles portaient le jour où elles se sont faites violer. Effectivement, vous voyez pas beaucoup de mini-jupes, de mini-shorts, de décolletés, de machin truc et tout ça. Ce qui intéresse le violeur récidiviste, le détraqué sexuel en l'occurrence, vraiment le taré qui lui va aller chercher des nanas dans la rue pour juste les violer de façon extrêmement violente, physiquement, sous contrainte physique, ce qu'il cherche, c'est pas la bonasse. Ce qu'il cherche, c'est la femme qui a l'air fragile, la femme qui a l'air accessible, c'est la femme qui a l'air timide, c'est la femme qui a l'air renfermée, c'est la femme qui a pas l'air d'être celle qui va gueuler, qui va aller se plaindre, qui va se défendre, etc. Ce qu'il cherche, c'est une victime. Voilà, ce qu'il cherche, c'est quelqu'un qui est une bonne victime. Donc, si le rapport sexuel apparaît comme un rapport social de domination, c'est qu'il est construit à travers le principe de division fondamentale entre le masculin actif et le féminin passif, que ce principe crée, organise, exprime et dirige le désir masculin, comme désir de possession, comme domination érotisée, et le désir féminin comme désir de la domination masculine, comme subordination érotisée, ou même à la limite reconnaissance érotisée de la domination. Une femme qui va avoir du désir pour un homme, c'est une femme qui va reconnaître la domination de cet homme-là. C'est la femme qui va dire, oui, effectivement, tu es beaucoup plus fort et beaucoup plus musclé et beaucoup plus grand que moi, donc je te désire,
je veux bien être la subordinatrice de ton érotisme, je veux bien être l'acolyte de ta domination sexuelle, je veux bien être celle qui va être possédée par ta grande virilité, ta grande force, et qui va accepter ta jouissance et certainement faire semblant de jouir pour que tu aies l'impression d'être un foudre de guerre. Dans un cas où, comme dans les relations homosexuelles, la réciprocité est possible, les liens entre la sexualité et le pouvoir se dévoilent de manière particulièrement claire, et les positions et les rôles assumés dans les rapports sexuels actifs ou passifs notamment, apparaissent comme indissociables des rapports entre les conditions sociales qui en déterminent à la fois la possibilité et la signification. Évidemment, dans les relations homosexuelles, il y a la possibilité d'une symétrie, dans les relations hétérosexuelles, beaucoup moins. L'exposition s'appelle Tu étais habillé comment? Voilà, bah, très bien, merci de le dire. Une étude a été faite et ils ont remarqué que toutes les femmes qui portaient un survêt ou autre truc qui n'est pas sexy, c'est elles qui se faisaient violer. Alors c'est peut-être très résumé ce que tu es en train de dire. D'ailleurs qu'on viole les femmes qui sont habillées de manière pas sexy. Hein. Mais en général, une femme qui va être en tenue de cocktail, avec des talons hauts, qui va être très fière, etc., c'est pas forcément celle qui va attirer le détraqué sexuel, qui va la contraindre physiquement pour la violer. Parce que elle est confiante, elle est assurée, elle fait un peu peur. Quelqu'un qui va justifier un viol par sa détresse sexuelle, par sa misère sexuelle, c'est quelqu'un qui va être intimidé par ce genre de femme-là. Ah ouais, non mais ça c'est... Bah, j'ai eu pour meilleure amie pendant 3 ans une lesbienne, et à chaque fois que j'allais en soirée avec elle, à chaque fois que j'allais en soirée avec elle, mais vraiment, hein, il y avait quelqu'un qui venait la voir et qui lui disait « dans le couple, tu fais l'homme ou la femme ?» Mais en fait, c'est un couple homosexuel. Donc il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme. Enfin, si une femme aime les femmes, elle aime les femmes. Donc elle veut pas être avec quelqu'un qui fera l'homme dans le couple, elle veut être avec quelqu'un qui fera la femme. Et elle fera la femme. C'est le principe de l'homosexualité. C'est délirant ce genre de... C'est qui fait l'homme, c'est qui fait la femme. Genre, il n'y a pas d'autre conception d'une relation amoureuse. Il n'y a pas d'autre conception qui existe que celle de l'hétérosexualité finalement. Dire tu fais l'homme ou tu fais la femme, ça veut dire les relations amoureuses sont forcément hétérosexuelles. C'est juste que tu préfères les physiques féminins, peut-être. Je sais pas. Mon dieu, ça m'agace ces gens qui, quand ils croisent un couple homo, demandent qui est au-dessus, comme si la pénétration était obligée, comme si on ne pouvait pas être pénétré et au-dessus. Oui, non, bien sûr. Euh, t'as pas essayé un homme, t'as pas trouvé le bon. Oui, 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 ça aussi. Après, ma pote lesbienne avait très très souvent aussi ça vous dirait un plan à 3. C'est parce qu'elle était souvent avec sa meuf ou avec une de ses meufs, parce qu'en l'occurrence, elle multipliait les conquêtes. Mais comme un bonhomme, hein, vraiment, elle, c'était vraiment les conquêtes, quoi. Hein. C'était une dragueuse, c'était la nana qui allait accoster des nanas dans la rue pour les draguer et tout ça, qui s'était tapé dans sa vie, mais peut-être une vingtaine, une trentaine de femmes, et qui étaient quasiment toutes hétéros, parce que c'était vraiment, ouais, la grosse dragueuse, quoi. Mais, enfin, qui se disait tout hétéro, évidemment. Hein. Mais il y avait, à chaque fois qu'elle était avec une nana, il y avait toujours un gros débile pour venir les voir. Il dit ouais, vous voulez faire un plan à 3? Non mais ta gueule quoi. Pourquoi on laisse pas les LGBT tranquilles avec leurs rapports sexuels et s'occuper de soi et de ses rapports? Oui, bah oui, hein. J'étais en couple avec une femme avant mon coming out trans, et donc ouais, j'ai eu le droit à ce genre de questions. T'as fait combien de coming out dans ta vie? Du coup, t'as fait 3 coming out dans ta vie en fait. T'as dit je suis homo, je suis trans et je suis homo. C'est ça? Putain, la vache. T'es la seule personne que je connais qui a été 2 fois homo. Ah, t'es bi, ok. Oui, bah je me doute. Si t'as été avec des femmes et qu'aujourd'hui t'es avec un homme, c'est que t'es bi. Donc ça fait 2 coming out. Bon.
Mais c'était quelqu'un dans une émission qui avait exactement eu ça, par contre, qui pensait être homosexuelle et en fait qui était trans et qui du coup maintenant était devenue homosexuelle parce qu'avant elle était hétérosexuelle. Enfin, elle pensait que sa transsexualité signifiait une homosexualité, ce qui n'était pas le cas et du coup, qu'il y avait vraiment eu trois coming out. Je suis bi et je l'ai appris en sortant avec un mec. Bah tu vois, comme quoi. Donc, on sait. Ah oui, la pénétration, surtout lorsqu'elle s'exerce sur un homme, est une des affirmations de la libido dominandi, qui n'est jamais complètement absente de la libido masculine. On sait que, en nombre de sociétés, la possession homosexuelle est conçue comme une manifestation de puissance, un acte de domination. Encore une fois, je rappelle, Paris, Paris, on t'encule, ça veut dire on va te dominer. Exercée comme telle, en certains cas pour affirmer la supériorité en féminisant. Et que c'est à ce titre que, chez les Grecs, elle voue celui qui a subi au déshonneur et à la perte du statut d'homme accompli et de citoyen, tandis que pour un citoyen romain, l'homosexualité passive, avec un esclave, est perçue comme quelque chose de monstrueux. Ah oui. De même encore, selon John Boswell, pénétration et pouvoir étaient au nombre des prérogatives de l'élite dirigeante masculine. Céder à la pénétration était une abrogation symbolique du pouvoir et de l'autorité. Donc, céder le pouvoir, c'est se laisser enculer. Mais au sens propre, se laisser sodomiser. Savoir. Parce que t'as 14 ans, later, c'est ça? Rappelle-moi ton âge, je crois que tu me disais que t'avais 14 ans. Donc, ouais, c'est tôt comme coming out. Bizarrement, le coming out bi, c'est mieux passé que le coming out trans. Bah ouais, mais parce que. On vit dans une société qui accepte beaucoup plus qu'à d'autres époques l'homosexualité, mais la transsexualité, c'est. Me revoue, c'est de qui? Alors là, ce qu'on lit, c'est Bourdieu. Mais la transsexualité, c'est encore compliqué, hein, putain. Mais ça viendra peut-être, comme l'homosexualité, ça a fini par venir, et aujourd'hui, il n'y a plus que des vieux débiles, alors qui sont souvent dans des positions de pouvoir, donc c'est compliqué, mais il faudrait arrêter de laisser des vieux au pouvoir, et peut-être que l'homosexualité serait beaucoup mieux acceptée. Mais, bon. Oui, pardon, transidentité. Non, non, mais je sais. Je sais, Mars, je sais. C'est un truc que j'essaye de supprimer dans le vocabulaire. Parce qu'on disait que ça avant. Et moi, je suis resté là parce que. Mais je sais, on me le. T'es pas là, t'es pas le premier à me le dire. Je me suis déjà fait engueuler par Maïev, qui est notre actrice qui joue le docteur Dacier dans le Docteur Monobo. Et j'avais dit que le docteur Dacier était transsexuel. Et non, non, transgenre. Oui. Parce que transsexuel, effectivement, ça n'a pas de sens. C'est le genre qui change. Voilà. Et c'est le genre qui est la notion qui est remise en question. Et c'est le genre qui est la notion qui est étudiée. Voilà, c'est pas le sexe. Bon. Donc ouais, t'as bien 14 ans. Ouais, coming out à 14 ans, c'est bien. Hein. Vaut mieux maintenant que plus tard, au moins. Vaut mieux maintenant que les gens qui font leur coming out à 40 ans et qui ont déjà une femme et des enfants, quoi. On comprend que de ce point de vue, qui lie sexualité et pouvoir, la pire humiliation pour un homme consiste à être transformé en femme. Et l'on pourrait évoquer ici les témoignages de ces hommes à qui les tortures délibérément organisées en vue de la féminiser, notamment l'humiliation sexuelle, les plaisanteries sur leur virilité, les accusations d'homosexualité, etc. Ou, plus simplement, la nécessité de se conduire comme s'ils étaient des femmes, ont fait découvrir ce que signifie le fait d'être sans cesse conscient de son corps, d'être toujours exposé à l'humiliation, au ridicule, et de trouver un réconfort dans les tâches ménagères ou dans le bavardage avec des amis. Bon, il faut absolument éviter tout ce qui nous rappelle, tout ce qui peut faire penser aux gens qu'on se comporte comme une femme, tout ce qui peut nous féminiser dans notre comportement, tout ce qui peut nous féminiser dans notre être particulier, parce que c'est le meilleur moyen de perdre son pouvoir, c'est le meilleur moyen de subir l'humiliation sexuelle, les plaisanteries sur la virilité, hein, voilà, t'as pas de couilles, voilà, couilles molles, bon. Les accusations d'homosexualité, c'est quelque chose qui existe énormément en Russie. En Russie, quand on a un opposant politique qu'on veut faire condamner de prison, ou en Tchétchénie, ou dans plein d'autres endroits, hein, notamment c'est ce qui s'est passé avec un journaliste il n'y a pas si longtemps que ça, qui a réussi à s'enfuir de prison, qui a eu une histoire complètement folle. C'était un journaliste qui est venu enquêter sur la situation des homosexuels en Ukraine. Et non, d'ailleurs,
non, qui enquêtait même pas tant que ça sur les homosexuels, il enquêtait sur le pouvoir, sur les corruptions du pouvoir, etc. Je sais plus exactement. Et bref, le pouvoir a dit bon bah lui c'est un homosexuel, faut le foutre en tôle. L'accusation d'homosexualité, c'est quelque chose qui est dans certaines sociétés encore aujourd'hui très très grave. Aujourd'hui, dire ouais je suis pas pédé, c'est bon, voilà, bon, c'est encore quelque chose qu'on entend souvent. C'est chouette en tout cas que tu aies la possibilité d'explorer ce genre de choses à ton âge. Personne ne le sait dans ma famille, seuls mes amis. Ah, t'as pas encore fait ton coming out dans ta famille, alors ouais. En vrai, c'est une fausse idée, c'est un lieu commun, mais les études montrent que les générations précédentes le savaient tout aussi tôt, mais elles luttaient contre pression sociale religieuse, mais ne pouvaient pas l'assumer aussi facilement qu'aujourd'hui. Oui, mais non, mais il y a toujours eu autant de trans qu'aujourd'hui. Il y a toujours eu autant d'homosexuels qu'aujourd'hui. Le président ukrainien qui dit qu'en Ukraine, il n'y a pas d'homosexuels. L'homosexualité, ça n'existe pas en Ukraine. Et d'ailleurs, il y avait un ministre russe aussi qui avait dit que l'homosexualité, ça n'existait pas en Russie, que les seuls homosexuels qui vivaient en Russie, c'était des étrangers. Euh, c'est quelque chose qui est très pratique. Comme l'homosexualité est interdite, effectivement, il n'y a pas d'homosexuels. Il n'y a que des gens, quand tu leur demandes, ils disent qu'ils sont hétéros. En gros, quand tu sais pas de quoi accuser, il faut juste dire qu'il est homo, ça passe. Ouais, c'est ça. Je vais le faire dans une semaine environ. Bah, choisis bien ton moment et bah, je te souhaite d'avoir des parents qui sont pas trop cons. Hein. J'allais dire tolérants, mais ça demande vraiment d'être tolérant pour accepter que son fils soit homo. Non, j'espère qu'ils sont pas trop cons et qu'ils vont te soutenir. C'est combien? C'est 10% de la population? Les homosexuels, j'en sais rien. Je sais pas si c'est vraiment un truc qui a été... Est-ce qu'il y a vraiment des statistiques là-dessus? Chez les hommes, 89% se revendiquent hétérosexuels. Et 5,5% se revendiquent homosexuels. Et 2,5% bisexuels. Donc ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près... Enfin, en tout cas, la non-hétéronormativité, on va dire, la non-hétérosexualité, c'est 89%. C'est 89% des hommes, apparemment, d'après des statistiques. Et chez les femmes, les hétérosexuels constituaient autour de 93%. Il y a la même chose dans les cultures noires, il y en a toujours un pour dire que c'est un truc de blanc, ouais. J'ai une ancienne amie qui est extrêmement intelligente, qui est extrêmement intelligent, mais il dit que les homosexualités et autres LGBT sont contre nature, alors que ça a été prouvé scientifiquement que c'est naturel. Bah bien sûr que c'est naturel. Et d'ailleurs, on pense quand même de plus en plus que les gens naissent homosexuels et que la psychanalyse nous a fait croire énormément de conneries sur l'homosexualité et que l'homosexualité n'a rien à voir avec... D'ailleurs, on sait maintenant, on le sait de source sûre, l'homosexualité n'a rien à voir avec un complexe d'Oedipe pas résolu ou n'importe quoi. Hein. Non, a priori, le taux d'homosexuels par pays et par époque n'a jamais évolué. Et ce serait quelque chose qui serait tout à fait biologique et qui serait... Alors, il y en a certains qui disent pour réguler la population. Je sais pas si c'est... Pourquoi est-ce que la nature, en fait, aurait fait ça? C'est ça la question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi la nature créerait autant d'homosexuels? Parce qu'il y a d'autres espèces que les humains il y a chez certains chimpanzés, chez certaines espèces de grands singes. Il y a d'autres espèces où il y a aussi des taux comme ça d'homosexualité qui sont très élevés. Et du coup, oui, effectivement, on se demande quel intérêt ça a de produire des homosexuels. Et alors, euh, il y a certainement, en tout cas on le remarque chez certaines espèces, un principe de division des tâches. Et le principe de division des tâches, ce serait de dire qu'il y aurait des tâches chez certaines communautés de grands singes qui seraient réservées aux homosexuels, mais qui ne seraient pas très importantes. Donc il y aurait besoin de très peu de gens pour les faire. Notamment, il y aurait besoin de mâles pour gérer des choses qui ne sont pas celles que les mâles gèrent d'habitude. Donc du coup, la nature aurait produit certains mâles homosexuels. Ou alors, encore une fois, des questions de régulation de la population. Si on fait, si la nature produit des homosexuels, bah, du coup, il y aura moins de reproduction. Mais a priori, la nature voudrait plutôt qu'on se reproduise le plus possible. Donc ce serait un peu bizarre. Je sais pas trop ce qu'il en est encore des recherches là-dessus. Oedipe, il savait même pas qu'il avait épousé sa mère. Oui, c'est ça qui est con en plus. Hein. Mais justement, Freud, il dit qu'il sait pas, mais que c'était inconscient. Enfin bref.
Même les animaux sont asexuels, même avant les hommes allaient faire l'amour avec d'autres hommes. Oui, oui, bien sûr. Dans la nature, la nature n'a pas de volonté propre. Il y a des choses qui arrivent. Si ce n'est pas à leur désavantage, ça peut éventuellement persister. Mais persister à 10%, là on est quand même sur de la grosse persistance, quoi. Mais bon, après, oui, ça peut être une aberration de l'évolution, hein. Oui, c'est sûr que la mauvaise image de la sodomie plus l'héritage religieux font que c'est dur pour les hommes. Pour moi, ça me fait toujours tilter quand on dit la nature veut ça. Il n'y a pas de volonté. Oui, mais faut pas avoir une ontologie. Faut pas avoir une ontologie de la nature. Mais quand c'est dans des proportions, quand c'est dans des proportions aussi élevées, on peut penser que c'est quelque chose qui est resté pour une raison. C'est ce que disait un généticien dans l'épisode. Non, mais bien sûr, faut pas créer une ontologie, faut pas créer du. Bon, non, non, mais il n'y a pas de. La nature, évidemment, n'a pas de volonté propre. C'est vrai, oui, oui. Il disait que c'était plutôt une mutation spontanée qui se produit régulièrement. L'appendicite, je crois que ça sert pas exactement à rien. Je crois que c'est un peu utile pour réguler certains trucs, l'insuline ou je sais plus quoi, mais oui, bon, après. Enfin, l'appendice, je veux dire, l'appendicite, c'est le fait d'enlever l'appendice. Euh, mais oui, oui, c'est certainement juste une mutation spontanée. Mais ça pourrait être intéressant aussi de découvrir que dans certaines sociétés, l'homosexualité, dans certaines sociétés animales, hein, pas dans les sociétés humaines, ce serait moins intéressant parce que ce serait beaucoup trop culturel et pas assez naturel, entre guillemets, même si les animaux ont de la culture. Ouais, mais ce serait intéressant de voir des sociétés animales dans lesquelles on aurait vraiment un usage fait des populations homosexuelles qui aurait un intérêt pour la communauté, quoi. Peut-être parce que ce sont des espèces où il y a peu de dimorphisme sexuel par rapport à d'autres. Oui, c'est vrai. Mais après, je vois même s'il y a un dimorphisme sexuel, de toute façon, ce serait même encore plus pratique. Oui, non, c'est vrai. Ça devait peut-être être utile il y a longtemps. Mais a priori, oui, a priori, c'est peut-être plutôt pas utile, hein. Mais bon. L'incorporation de la domination. Si l'idée que la définition sociale du corps et tout spécialement des organes sexuels est le produit d'un travail social, donc la définition sociale du corps, c'est quels attributs on va associer aux organes sexuels, hein, est le produit d'un travail social de construction est devenu tout à fait banal pour avoir été défendu sur toute la tradition anthropologique, le mécanisme de l'inversion de la relation entre les causes et les effets que j'essaie de démonter ici, et par lequel est opérée la naturalisation de cette construction sociale n'a pas été, il me semble, complètement décrit. Donc lui il dit, alors oui, la définition sociale du corps, c'est le produit d'un travail social de construction. Ça, c'est une idée qui est devenue tout à fait légitime. Mais comment est-ce que cette construction sociale, comment est-ce que ces choses qui ont été construites par le système dans lequel on vit sont devenues des choses qu'on perçoit comme naturelles? C'est-à-dire comment est-ce qu'on a commencé à croire que les femmes étaient naturellement inférieures aux hommes alors que l'anthropologie sait très bien que c'est faux. Euh, Ça, a priori, pour lui, ça n'a pas été. La naturalisation de cette construction sociale n'a pas été, il me semble, complètement décrit. Te. Oui, mais parce qu'il y avait un autre mot avant. Bon. Il semblerait que ce soit pour assurer la garde des enfants chez les grands singes, il disait que l'excès de testostérone à un stade de la grossesse favorise la mutation chez le fœtus. Oui, mais ça, c'est un truc qui existe aussi chez l'homme. Il y a un truc avec la testostérone, effectivement, au moment où on est fœtus, ouais. Plus il est petit, plus c'est probable d'avoir un système perceptif de goût juste un peu différent. Tu penses par exemple aux poissons lanternes ou aux araignées, j'imagine, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Je sais pas s'il existe des espèces chez lesquelles il y a un grand dimorphisme sexuel et où l'homosexualité existe, c'est vrai. Donc, Leiter, il dit qu'il comprend rien. En gros, je vais expliquer très simplement. Parce que je voudrais quand même que tout le monde comprenne un peu. Si tu veux, t'as des constructions sociales. Les constructions sociales, c'est euh, la femme, son rôle,
c'est d'être à la maison et de faire à manger et de s'occuper des enfants et des vieux quand ils sont malades, etc. L'homme, son rôle, c'est d'être un dominant, de soumettre la femme, de baiser la femme comme une bête et de lui procurer un orgasme, c'est d'être au-dessus de la femme, c'est de diriger, d'être celui qui gouverne les pays, etc. Ça, c'est son rôle. Mais c'est son rôle pas parce que c'est son rôle par nature, pas parce que la nature lui a donné ce rôle-là, mais c'est son rôle parce que on a construit la société de cette manière-là. C'est ça une construction sociale. C'est une idée qu'on a, c'est une construction de la société qu'on a, qui a été construite par la société. Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup et on entend très souvent que la femme est moins apte à faire des travaux physiques, moins apte à gouverner des pays, moins apte à faire des travaux d'hommes, parce qu'elle est biologiquement constituée comme ça. Ça, c'est naturalisé, c'est la naturalisation d'une construction sociale. C'est pas des idées reçues proprement parler, ça, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est la division des sexes dans la société. À quel sexe on attribue quel travail, quelle propriété, quelles caractéristiques, etc. Bon, a priori, cette division sexuelle de la société, on a l'air de penser qu'elle est normale, qu'elle est naturelle, que la femme est naturellement inférieure, que la femme est naturellement moins autoritaire, moins forte, etc. On se rend compte que c'est totalement faux, que c'est pas naturel, que c'est social, que c'est quelque chose qui a une origine historique et qui n'a pas une origine biologique. Bon, donc c'est ce qu'on appelle la naturalisation. On transforme quelque chose qui est social en quelque chose qui est naturel. On fait passer quelque chose de social pour quelque chose de naturel. Par exemple, on vit en France dans une société post-coloniale. Ce qui fait que les Noirs et les Arabes sont des gens qui, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient pas nos esclaves, mais étaient des gens qu'on pouvait traiter comme des merdes et qu'on considérait comme des merdes. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une société où les Noirs et les Arabes sont encore discriminés. Est-ce que les Noirs et les Arabes ont des positions sociales moins élevées parce qu'ils sont plus bêtes? Ou est-ce qu'ils ont des positions moins élevées parce qu'on est dans une société post-coloniale qui les a toujours traités comme de la merde et qui les a toujours dévalués en tant qu'humains? Voilà, c'est ça la question. La naturalisation de cette chose-là, naturaliser la discrimination raciale, c'est dire les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Maintenant, socialiser la discrimination raciale, c'est dire les Noirs sont issus d'une immigration qui a été contrôlée, qui a été prévue pour que ces personnes-là occupent des positions sociales inférieures, qui sont arrivées dans le pays uniquement dans le but d'occuper des postes secondaires, de s'occuper de la maintenance des villes, de l'entretien, de toutes ces choses-là. Voilà, bon, a priori, c'est plus intéressant de voir ça comme des constructions sociales que comme des choses naturelles. Le souci avec la recherche de l'origine de l'homosexualité, on a peur qu'après on cherche un traitement contre ça. Oui. Alors que finalement, il n'y a pas de problème en soi à être homo. C'est les réactions des autres qui posent problème. Oui. C'est super intéressant ce que dit Mars. Effectivement, on peut légitimement se demander, est-ce que ça vaut le coup de continuer de faire des recherches là-dessus? Est-ce que ça vaut le coup de continuer de faire des recherches pour savoir qu'effectivement, à un certain stade de développement du fœtus, il y a un excès de testostérone qui rentre dans le cerveau et qui fait que la personne va devenir homosexuelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter d'étudier cette chose-là? Parce que si on continue de l'étudier, il y a des pays résolument homophobes qui vont utiliser ces études-là pour créer un eugénisme à la cool, où on pourrait empêcher les fœtus de devenir homosexuels et éradiquer toute la population homosexuelle dans l'œuf. Ou alors avorter les bébés qui seraient potentiellement perçus comme homosexuels. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas utiliser des protocoles qui nous permettent de savoir si un humain avant sa naissance va devenir homosexuel. C'est beaucoup trop compliqué, c'est des choses qui se font en laboratoire, c'est des choses qui se font sous contrôle scientifique, etc. Bon. Effectivement, c'est dangereux comme recherche. C'est dangereux parce que effectivement, ça laisse apercevoir des traitements contre une chose qui n'est pas une maladie, contre une chose qui n'empêche pas de vivre correctement, qui ne devrait pas empêcher de vivre correctement. Moi, par exemple, à la question est-ce que ça me dérangerait que mes enfants soient homosexuels? La réponse est clairement oui. Oui, ça me dérangerait que mes enfants soient homosexuels, parce que j'aurais pas envie que mes enfants subissent la discrimination qu'on impose aux homosexuels dans la société. Bon, après, s'ils sont homosexuels, je suis triste pour eux. Je suis triste pour eux qu'ils aient à vivre dans une société résolument homophobe. Mais ils font ce qu'ils veulent. Enfin voilà. Enfin d'ailleurs, non, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils ont pas décidé d'être homo. Bon. Bref. C'est légitime de ne pas vouloir que ces enfants soient homosexuels parce que
Parce que y en a beaucoup qui se suicident. C'est légitime de ne pas vouloir que ces enfants soient transsexuels, parce que un ou deux transsexuels sur 5 se suicident en France, je crois, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Je lis ce que vous m'écrivez, hein. C'est clair qu'on peut craindre dans des sociétés eugénistes qu'on empêche les mutations, mais d'un autre côté, on démontre que c'est biologique, ça peut faire avancer les mentalités. Oui, bah oui, c'est ça le problème. Pourquoi il y a racial dans discrimination raciale alors qu'il n'y a aucune race chez les humains? Pour distinguer les autres formes de discrimination. Bah, c'est pas seulement pour distinguer les autres formes de discrimination, mais parce que les Noirs et les Arabes ne sont pas une race, ils n'appartiennent pas à une race humaine, ils sont racisés. Ça veut dire qu'on leur attribue une race. On vit dans une société qui, pendant la colonisation, pendant toute la période coloniale, on attribuait des races à ces gens-là. Et on les attribue toujours, ces races à ces gens-là. Dire qu'une personne est racisée, ça ne veut pas dire que cette personne a une race, ça veut dire que on attribue à cette personne une race. Voilà. On attribue à cette personne un certain nombre d'essentialisations. Essentialisation, ça veut dire qu'on te définit par ce que tu es. Voilà. Donc en gros, si tu es noir, tu vas te comporter comme ça, tu vas agir comme ça, tu vas être plus ou moins violent, tu vas être plus ou moins dominateur. Si tu es arabe, tu vas être plus ou moins un voleur, tu vas être plus ou moins fourbe. Si tu es juif, tu vas être plus ou moins radin, etc. Ça, c'est des essentialisations. Parce que tu ressembles à tel type de personne, et ben tu vas te comporter de telle ou telle manière. Bon. Donc être racisé, ça veut dire que la société t'assigne une race. La société te désigne comme appartenant à une race. Même si les races n'existent pas. C'est pas contradictoire. Et bah à tout à l'heure, later. Pourquoi on ne dit pas discrimination de couleur? Bah parce que, pareil, c'est pas des couleurs. Être arabe, c'est pas une couleur. Il y a des arabes qui sont blancs. Race n'est plus un terme biologique, c'est un terme de sociologie. Je serais pas super d'accord. La racialisation, c'est un terme sociologique. Mais biologiquement, il y a que les Américains qui utilisent le mot race, hein. Non? Oui, si, Bourdieu, il l'utilise un petit peu aussi. Non, Bourdieu, il dit ethnie, mais ethnie, c'est pas correct non plus. Faudrait dire population, normalement. En sciences sociales, on garde le mot race, pas dans le sens biologique, mais dans le sens social. Mais on devrait pas, hein. Normalement, on devrait plus le faire, hein. Normalement, le mot race n'appartient plus à la sociologie. Maintenant, on utilise racialisation, racisé, et sinon, on utilise population. Les populations noires, les populations arabes. Parce que c'est comme ça qu'on définit les gens qui, voilà, les gens qui ont les yeux bridés et les cheveux noirs et qui sont un peu moins grands que la population européenne appartiennent à la population mongole, par exemple. Je sais pas. Comme l'homosexualité existe depuis longtemps, depuis toujours. Ça fait depuis combien de temps que l'on considère que c'est pas bien les homosexuels? Bah, c'est compliqué de dire depuis combien de temps, parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles on considère pas que c'est pas bien. Et salut Later, à plus tard. Il y a des sociétés dans lesquelles on a considéré il y a très longtemps que c'était pas problématique. Donc c'est compliqué de dater le moment où on a commencé à arrêter d'accepter l'homosexualité. L'Église catholique a pas aidé, évidemment. Ouais, L'Église catholique n'a pas aidé l'acceptation de l'homosexualité. Euh, Écoutez, je vais juste pendant 2 secondes vous mettre une petite musique. Est-ce que j'ai des musiques là-dessus? Non, mais j'en ai sur mon PC, donc on peut faire comme ça. Je vais juste faire un pipi. Je vais juste faire un pipi, j'en ai pour 4 secondes. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique pendant que je fais pipi? Oui, je dis pipi comme un enfant. Voilà, je vais vous mettre ça. Je reviens dans 4 secondes, je vais juste pisser. Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra, il l'a promis, il reviendra la nuit qu'on ne l'attend pas. Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra, il l'a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là. Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit?
le Seigneur reviendra. Ne sois pas endormi cette nuit-là. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme claire, qu'il y ait de la lumière pour ses pas. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme claire, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu serait-ce pour cette nuit. Tiens ta lampe allumée, pour qu'il n'ait pas de Le peine à Seigneur te trouver. reviendra, il a promis cette nuit-là. Dans sa promesse, je suis vers toi. Bon. On voit... attends, j'ai encore la musique là. Pardon. Voilà. On voit beaucoup de ça dans la morale judéo-chrétienne, la non-acceptation de l'homosexualité. Il y a même des endroits dans le monde où c'était accepté avant que les chrétiens européens débarquent. Bah oui. Il y a probablement des gens qui n'aimaient pas ça avant qu'on en ait déjà des archives. Par contre, on est sûr qu'il y a des passages homophobes dans les religions du livre, donc dans les religions qui en découlent, effectivement. Hein. Les religions du livre, hein, judaïsme, christianisme et islam. Par contre, on est sûr qu'il y a des... Oui. Tout comme la transidentité. Par contre, il y a aussi des sociétés chez qui les relations homosexuelles étaient intégrées dans la vie de tous les jours. Certaines sociétés africaines en ont fait leur rite de passage à l'âge adulte, par exemple. Oui, mais en l'occurrence, des fois, c'est difficile de dissocier ça du viol. Parce qu'en l'occurrence, on impose l'homosexualité à des gens qui ne sont pas forcément homosexuels. Donc, je sais pas comment ces personnes-là le vivent. Et je pense que ces personnes-là auraient du mal à s'exprimer sur comment elles le vivent, étant donné que ce rite de passage à l'âge adulte faisant partie de leur construction sociale, est-ce qu'ils en ont vraiment un regard très objectif, très unbiased, comme ils disent les Anglais? Je ne sais pas. Donc, continuons notre lecture. Désolé pour cette petite interlude. D'ailleurs, ce que vous avez entendu, c'est le Père Duval. Et je mets pas ça au second degré. Enfin, si, je mets ça au second degré parce que c'est Le Seigneur reviendra et c'est moi qui suis revenu. Mais non, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup le Père Duval. Le paradoxe est en effet que ce sont les différences visibles entre le corps féminin et le corps masculin qui, étant perçues et construites selon les schèmes pratiques de la vision androcentrique, deviennent le garant le plus parfaitement indiscutable de signification et de valeur qui sont en accord avec les principes de cette vision. Ce n'est pas le phallus ou son absence qui est le fondement de cette vision du monde, mais c'est cette vision du monde qui, étant organisée selon la division en genres relationnels masculin et féminin, peut instituer le phallus constitué de symboles de virilité, du point d'honneur proprement masculin, et la différence entre les corps biologiques est fondement objectif de la différence entre les sexes au sens de genre, construit comme deux essences sociales hiérarchisées. Donc, ce n'est pas le phallus qui profère à l'homme sa virilité, ce n'est pas le phallus qui profère à l'homme sa puissance, c'est la construction sociale qui profère au phallus la notion de virilité et la notion de puissance, et qui permet l'effectuation de cette puissance à travers des relations de domination dans une société divisée selon les genres. Voilà. Par contre, il est... Ah, mais t'as un livre en fait. Ah, mais oui, c'est vrai, t'avais même pas remarqué que j'avais un livre. Ah non, c'est une blague, pardon, tu te fous de ma gueule. Bon. Mais on discute. Oh là là. Loin que les nécessités de la reproduction biologique déterminent l'organisation symbolique de la vie sexuelle et du travail, alors bon, loin que les nécessités, c'est-à-dire il est loin peut sans dire, que les nécessités de la reproduction biologique déterminent l'organisation symbolique de la division sexuelle du travail. Donc les nécessités de la reproduction biologique ne sont pas ce qui détermine l'organisation symbolique de la division du travail. Et de proche en proche de tout l'ordre naturel social, c'est une construction arbitraire du biologique. Ce n'est pas parce que la femme a besoin de l'homme pour faire un enfant, la femme a besoin de la pénétration masculine pour faire un enfant, que la division sexuelle du travail est faite ainsi. Ce n'est pas pour des raisons de nécessité de reproduction sexuelle. Ce n'est pas pour des nécessités de faire des enfants que la division sexuelle du travail est faite comme ça. La division sexuelle du travail est faite comme ça de manière arbitraire. On a arbitrairement désigné l'homme comme étant le détenteur de la domination, ou du rôle de dominant.
Donc, c'est une construction arbitraire du biologique, et en particulier du corps, masculin et féminin, de ses usages et de ses fonctions, notamment dans la reproduction biologique, et de ses fonctions, notamment dans la reproduction biologique plutôt, qui donne un fondement en apparence naturel à la vision androcentrique de la division du travail sexuel et de la division sexuelle du travail, et par là de tout le cosmos. On pense pouvoir dire que, je lis pas, je dis, mais j'essaye de retrouver les mots en même temps que je parle, on pense pouvoir dire que la division du travail, la division sexuelle du travail et la division du travail sexuel, là faut comprendre, travail sexuel et division sexuelle du travail de façon différente, sont faites ainsi parce que les usages et les fonctions des corps masculins et féminins sont différents et remplissent chacun certains types de rôles. Ce n'est pas le cas, c'est entièrement arbitraire et ça a été basé sur un fondement en apparence naturel à la vision endocentrique de la division du travail. On a tout centré sur la vision de l'homme, on a tout centré sur la personne masculine pour fonder notre division du travail, mais ce n'est pas pour remplir des rôles, ce n'est pas à but effectif, c'est complètement arbitraire, c'est hasardeux. L'autre est vrai aussi, l'homme a besoin de la femme pour avoir des enfants. Oui, bien sûr. Mais je parle dans aussi la construction qu'on en a, parce qu'on souvent, je sais pas si vous connaissez cette interview qui est très belle, hein, de Jacques Brel. Je crois que ça s'appelle Jacques Brel parle de la vie, c'est disponible sur YouTube, où il dit que la femme c'est une pondeuse, la femme n'attend rien d'autre que l'homme qu'elle lui fasse des enfants pour qu'elle puisse pondre, et la femme se sent bien quand elle est enceinte, et la femme, bon voilà. Essentialisation de la femme en tant que reproductrice, bon, ça c'est dégueulasse, hein. Jacques Brel était profondément misogyne, hein. La force particulière de la sociodyssée masculine, donc la sociodyssée, je rappelle, c'est explication et justification théorique de l'organisation de la société telle qu'elle est. Donc la sociodyssée, c'est l'explication, la manière dont on explique pourquoi la société est faite telle qu'elle est faite. Donc, la force particulière de la sociodyssée masculine lui vient de ce qu'elle cumule et condense deux opérations. Elle légitime une relation de domination en l'inscrivant dans une nature biologique, qui est elle-même une construction sociale naturalisée. On va créer une nature biologique, on réinvente complètement la biologie, on réinvente complètement ce qu'est la biologie, c'est-à-dire on dit biologiquement la femme elle est fragile, biologiquement la femme elle est faible, biologiquement la femme elle est là pour pondre des enfants, biologiquement la femme elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, et ensuite à partir de là, on légitime le fait que il y a des relations de domination entre les sexes. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans l'autre sens. On pourrait croire qu'on irait dans l'autre sens. On pourrait croire qu'on dirait l'homme est supérieur, donc du coup on va justifier ça biologiquement. Non. Biologiquement, l'homme est supérieur. Donc ça justifie ça. Intuitivement, on pourrait se dire que c'est l'inverse, mais c'est tout à fait faux. Et on appellerait ça un harem. Mais en l'occurrence, Brel avait un harem. Hein. Brel, vous savez que c'est un homme qui vivait en tournée. Brel avait une femme en Belgique, à Bruxelles, mais à chaque tournée qu'il faisait, donc chacun de ses nouveaux albums, etc., en sachant qu'il en a sorti 15 des albums, hein, à chaque album qui sortait, à chaque tournée qu'il faisait, à chaque spectacle qu'il faisait, il avait une femme par tournée, différente, et il leur faisait des gosses. Bon. C'était un type assez particulier. Et sa femme en était très contente, hein. Sa femme avait complètement intériorisé cette forme de domination, du fait que cette dissymétrie qui fait que lui avait le droit d'aller voir ailleurs, mais elle avait surtout pas le droit d'aller voir ailleurs. Le travail de construction symbolique ne se réduit pas à une opération strictement performative de domination, orientant et structurant les représentations. Donc, le travail de construction symbolique, donc c'est-à-dire le travail de construction symbolique, c'est comment est-ce qu'on a créé l'homme en tant que dominant dans la société. Ça ne se réduit pas à une opération strictement performative. On n'a pas fait ça pour que la société soit plus performante. On n'a pas fait ça pour que l'homme puisse acquérir plus de choses, pour que l'homme puisse acquérir plus de pouvoir. Ce n'est pas de manière performative, ça n'a pas été fait par intérêt direct.
de nominations orientant et structurant les représentations, à commencer par les représentations du corps, ce qui n'est pas rien. Il s'achève et s'accomplit dans une transformation profonde et durable des corps et des cerveaux, c'est-à-dire dans et par un travail de construction pratique, imposant une définition différenciée des usages légitimes du corps, sexuel notamment, qui tend à exclure de l'univers du pensable et du faisable tout ce qui marque l'appartenance à l'autre genre, et en particulier toutes les virtualités biologiquement inscrites dans le pervers polymorphe, qu'est, à en croire Freud, tout jeune enfant, pour produire cet artefact social qui est un homme viril ou une femme féminine. Le nomos arbitraire qui institue les deux classes dans l'objectivité ne revêt les apparences d'une loi de la nature, on parle communément de sexualité ou aujourd'hui même de mariage contre nature, qu'au terme d'une somatisation des rapports sociaux de domination. C'est au prix et au terme d'un formidable travail collectif de sociabilisation diffuse et continue que les identités distinctives qu'institue l'arbitraire culturel s'incarnent dans des habitus clairement différenciés selon le principe de division dominant et capables de percevoir le monde selon ce principe. Bon, on se répète un petit peu. En gros, c'est à peu près tout ce qu'on vient déjà de dire. Euh, euh, Au prix et au terme d'un formidable travail collectif de socialisation diffuse et continue que les identités distinctives qu'institue l'arbitraire culturel. Bon, on a un arbitraire culturel, on a des choses qui sont arbitraires et culturelles, qui sont sociales, qui ont été construites, qui ne sont pas naturelles, et on va faire un travail énorme d'abord pour les naturaliser avant de réussir à les introduire dans l'esprit des gens et dans les schèmes des gens. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que pour une femme qui aurait plusieurs hommes, on parle d'un reverse harem en anglais. C'est bien d'avoir un mot pour penser le concept, mais ça renforce l'essentialisation du harem comme un attribut masculin. Mais c'est exactement la même chose que ce que tu dis, c'est exactement la même chose que la notion de phallus inversé. Voilà, la femme n'a pas un vagin qui lui est propre, elle a l'inverse d'un pénis. Enfin, la femme. Bourdieu est conscient des notions de genre, même si c'est tôt, hein, même si ce livre est vieux. Bourdieu est conscient des notions de genre, des notions de transidentité, des notions d'homosexualité et tout ça, mais évidemment que son point de vue à lui étant la société kabyle, et son point de vue d'étude, son objet d'étude étant la société kabyle, oui, je pense que la transidentité et l'homosexualité dans les sociétés kabyles, ce sont des petites aberrations à peine significatives. Bon. Ah merde, j'ai fait rejeter. Ah putain, fait chier. Oui, t'avais écrit un message, Mélanie, désolé, si tu veux le réécrire. Parce que oui, tu parlais du man slut. Comme si un homme ne pouvait pas être une pute. Bon, en l'occurrence, en français, le problème, c'est qu'on peut pas dire un pute. Mais en l'occurrence, oui, Bourdieu, il nous dit que les femmes ont des vagins et que les hommes ont des pénis. Bon. Je sais que c'est pas exact, et je sais que c'est pas précis de le dire comme ça, et je sais que c'est discriminant de dire ça comme ça. En l'occurrence, Bourdieu étant de son époque, Bourdieu étudiant cette société-là, c'est compliqué de lui faire dire autre chose que ça.